Bon après-midi et bienvenue aux 13h à la une. Ce vendredi, obsèques officielles du patriarche et maire de Bana, Joseph Kadi Defotso. La grande veillée s'est tenue la nuit dernière à son domicile de Douala. Nous aurons dans ce journal des images et la réaction d'un ministre. Également dans l'actualité, 2 ponts datant de l'époque coloniale menacent de s'écrouler dans la ville d'Edéa. Des ouvrages qui n'ont jamais connu de travaux de maintenance depuis leur construction, alors qu'elles sont les seules voies de ralliement entre différentes parties de la ville et même du département. Et en santé, le chantier de construction du centre hospitalier de référence de Marois, censé s'achever à la fin de ce mois, n'est qu'à 22% du taux de réalisation. Le ministre André Mamafouda vient d'y effectuer une descente. Voilà pour la une. Bienvenue une fois de plus. On commence avec notre traditionnel chiffre du jour 3. 3 comme la 3e rencontre de l'équipe masculine de volleyball au championnat du monde en Italie. C'est ce vendredi face à l'Australie. Rappelons qu'hier soir, les Lions du volley se sont butés face aux Serbes 0-7-3. Après une entrée en matière idéale face à la Tunisie, les volleyeurs camerounais ont intérêt à se ressaisir. Dans l'actualité ce week-end, le patriarche Joseph Kadi Defotso a entamé hier son dernier voyage vers l'éternité. La grande veillée avec corps a donc eu lieu hier soir à son domicile du quartier Bonanjo à Douala. De nombreuses autorités et personnalités étaient présentes pour rendre hommage à ce capitaine d'industrie. Je vous propose d'écouter une réaction du ministre Grégoire Owona. C'était juste après la messe pontificale. Au micro de Lille Piedjou et Thierry Nana. Monsieur Kadi Defotso était un homme exceptionnel, pratiquement sur tous les plans. Je n'ai pas envie d'entrer dans aucun détail. Je crois avoir eu la chance de le côtoyer dans des circonstances tant économiques que politiques. Et je le classe dans les gens exceptionnels. Je me réjouis de voir que ces obsèques se déroulent dans le recueillement. Et je suis heureux de voir que le chef d'État a donné à ces obsèques une dimension aussi exceptionnelle et aussi digne d'un bon Camerounais qui aura marqué vraiment son temps. De Joseph Kadi Defotso a regagné Bana, son village natal, ce jour. Et l'inhumation aura lieu demain samedi. Comme nous le disions en titre, des dangers permanents planent sur la population de la ville d'Edéa. Le pont situé sur la rivière Mabandé, au niveau du marché dit de bord, et celui qui se trouve au niveau de la sous-préfecture d'Edéa 1er, présente des risques d'effondrement. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues n'ont pas épargné ces ouvrages qui datent de l'époque coloniale. Des ouvrages qui n'ont d'ailleurs jamais subi de travaux de maintenance. Les autorités de la ville y ont effectué une descente. Voici le reportage de Luc Biga et Christian Bock. Cette situation présente déjà une grosse urgence. Ces 2 ouvrages desservent et l'hôpital régional, et la prison centrale, et la préfecture, et même au-delà, la cathédrale d'Edéa. Grosse frayeur et urgence imminente en cette saison pluvieuse sur les 2 ponts reliant le plateau administratif du centre-ville d'Edéa dans la Sanaga maritime. Les ponts situés au niveau du marché de bord et celui situé au niveau de la sous-préfecture d'Edéa 1er menacent tous 2 de s'effondrer. Une situation qui ne laisse guère indifférent Fridi Konsorsémé, le préfet, et Dieudonné Zoké, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine d'Edéa. Des mesures sont prescrites. Les instructions qu'on a données au délégué du gouvernement et à ses services, c'est d'abord de baliser les endroits à problème, de signaler, d'interdire ces ponts au passage des camions, de faire des opérations d'urgence pour permettre que puisse continuer à passer l'eau, puisque c'est les fortes pluies qui ont entraîné cette dégradation. Construits à l'époque coloniale, ces édifices n'ont jamais suivi un travail d'aménagement, encore moins un entretien. Pour le délégué, la ville d'Edéa en chantier. Au-delà maintenant des mesures préventives, il faut que nous fassions quelque chose parce que ces ponts sont stratégiques. Sinon, le quartier administratif va être isolé. Deuxième temps, nous allons saisir les ministères concernés par ce type de travaux. Je pense au ministère des Travaux publics, je pense au ministère
de l'habitat et du développement urbain qui devront de manière exceptionnelle faire quelque chose pour ces ponts-là. Circuler sur ces ponts constitue un danger permanent pour les usagers de la ville. Quand les gens passent là-bas, si tu peux tomber là. Et ça ne sera pas bien. On veut qu'on répare le pont ici. On veut qu'on répare le pont. Puisque ici c'est un raccourci pour certaines distances. Donc normalement si on arrange ici bien, tout le monde doit passer par ici. Si rien n'est fait dans l'immédiat, cet axe stratégique et névralgique se verra coupé et entravera la bonne marche des activités dans le département tout entier. En santé, André Mamafouda était ce 13 septembre dans la région de l'extrême nord. Le ministre de la Santé publique a principalement visité le chantier de construction du centre hospitalier de référence de Marois, qui n'est qu'à 22% du taux de réalisation. Pourtant, l'infrastructure devrait être livrée à la fin de ce mois de septembre. Pour l'autorité, il urge d'accélérer les travaux. Aimé Catherine Mokori, Joseph Wapon. Estimés à 22%, les travaux de construction du centre hospitalier de référence de Marois sont à la traîne. Les pluies diluviennes, le manque d'ouvriers et d'engins ont ralenti l'évolution de l'appentis, supposé être livré en fin septembre 2018 pour le ministre de la Santé publique. L'entreprise marocaine en charge doit accélérer les travaux. En séjour dans la région de l'extrême nord, il a profité pour évaluer la campagne de chimioprévention du paludisme et préparer la riposte contre le choléra. Mamafouda a remis une pirogue à moteur au district de santé de Mada pour permettre le transport d'équipements et l'accès aux malades. Toujours en santé, on parle d'une mutuelle pour permettre aux personnes défavorisées de bénéficier de soins de santé gratuits. C'est la volonté du gouvernement camerounais, soutenu par des partenaires. Une réunion s'est tenue à cet effet à Abomban, dans le Oignon. En attendant le fonctionnement de la dite mutuelle, la population est très enthousiaste. Les précisions de Mireille Defo-Fotso et Kizito Komae. Aider les personnes issues des couches sociales défavorisées à avoir accès aux soins de santé. Les autorités en charge de la santé viennent de se réunir dans le département du Oignon à Bamban pour mettre sur pied une mutuelle. La Fondation FEMED, en partenariat avec le gouvernement, à travers le district santé d'Abomban, a pu mettre en place des mutuelles de santé au niveau des aires de santé, lesquelles mutuelles ont un pouvoir économique pas assez conséquent pour permettre la prise en charge des mutualistes au niveau de l'hôpital des districts. Ce que nous souhaitons voir implémenté dans toutes les communes du département est un système qui fera en sorte qu'il y ait une mutualisation du risque, qu'il y ait une solidarité entre les différentes populations. Une fois lancée, la mutuelle sera implantée dans toutes les communes du département du Oignon et ceci permettra aux malades n'ayant pas de moyens financiers de bénéficier des soins adaptés. Les populations des communes reculées, c'est-à-dire de l'arrière-pays, ont plus besoin de soins parce que là-bas, le pouvoir d'achat est nul. Je ne dirais pas faible, mais je dirais nul. Pour que ces populations achètent le médicament, il faut qu'ils aillent emprunter de l'argent chez le médecin pour qu'on les soigne à crédit. Vous voyez donc pourquoi la mutuelle qui se crée aujourd'hui est très bénéfique pour eux. Mais déjà, il faut qu'ils soient préparés. Au terme de cette rencontre de plaidoyer, un document contenant les termes de référence de la dite mutuelle a été présenté à toutes les parties prenantes. Il ne reste plus qu'à attendre la mise en fonction de cette mutuelle, dont l'annonce seule ravit déjà les populations. Comment pallier les incidents d'aviation et restaurer la communication absente dans le secteur aéroportuaire en Afrique? La question était au centre de la réunion des professionnels de l'aviation venus de différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient. L'événement tenu à Douala a abouti à l'adoption de nouveaux équipements. Robert Hitok, Guy Fotso pour le compte rendu. La communication reste un véritable problème dans le secteur aéroportuaire en Afrique. Les gros problèmes que l'on a en général, si on prend le continent africain en général, c'est que beaucoup des pays ne coopèrent pas trop encore entre eux. Une situation qui peut être à l'origine de nombreux incidents, d'où la nécessité d'apprendre de ces incidents que de chercher des coupables. La culture juste dans l'aviation et la communication en cas de crise
à la suite d'un incident grave ou un incident d'aviation permet de pallier ce manquement enregistré par le passé. La plupart des incidents que nous observons, c'est la perte de... nous avons les pertes de communication. Nous avons les pertes de communication. Nous avons souvent des pilotes, quand ils survolent, ils ne nous contactent pas, c'est un incident. Et nous avons aussi des incidents qui sont liés à la gestion du trafic. Le développement de la culture de sécurité forte passe par l'éradication de certains comportements qui plombent la bonne communication. Il faut éviter les rumeurs, la propagation des rumeurs, la préparation de ce qu'on appelle maintenant les fake news. Et donc il est important que chacun se rende compte qu'il faut réagir beaucoup plus rapidement qu'au passé. Toutefois, pour remédier aux incidents qui peuvent être rencontrés dans l'espace aéroportuaire, des initiatives sont prises. Nous avons des équipements qui sont améliorés. Nous le savons déjà que Douala est déjà sous surveillance radar. Et c'est une façon de promouvoir la sécurité et d'améliorer, afin de diminuer les incidents que nous avons dans notre espace. L'atelier interactif de professionnels de l'aviation, administrateurs et acteurs de la vie aéroportuaire vise à développer une compréhension solide de la relation entre notification d'incidents, les enquêtes, la culture juste et le développement des organisations. Autre information, le programme national pour le développement participatif veut aider les communes de la région du littoral à informatiser leurs données et à mieux enregistrer leurs comptes. Pour ce faire, il leur a offert des kits solaires, des ordinateurs et des groupes électrogènes. Mireille Defofotso et Marius Kossou pour plus de détails. Des ordinateurs, groupes électrogènes et kits solaires pour les communes de la région du littoral. Un matériel qui sera d'un apport bénéfique pour ces communes qui avaient quelques difficultés à conserver leurs données. Oui, ces ordinateurs vont nous permettre de saisir toutes les données relatives à nos communes, mais aussi de saisir, de traiter toute la comptabilité et les états financiers pour permettre à nos communes d'avoir une maîtrise de ce qu'il y a à faire, de ce qui a été fait et de pouvoir être évalué ensuite. Donc c'est un don qui nous donne beaucoup de motivation supplémentaire. Je voudrais d'abord remercier le PNDP à travers cette dotation qui vient à point nommé pour nous aider à renforcer nos capacités. Cette offre du PNDP, Programme national de développement participatif, vise à aider ces communes non seulement dans l'informatisation de leurs données, mais également dans la régularisation de leurs comptes. Alors, vous savez, aujourd'hui, le Cameroun crie chaque jour à la décentralisation. Mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que réellement nous sommes en pleine dans la décentralisation, bien que ce soit un processus qui soit en marche. Depuis des années, le gouvernement, à travers le PNDP, travaille pour la décentralisation au niveau des communes. Donc, les ordinateurs ainsi donnés faciliteront au niveau des communes l'entrée des données comptables pour pouvoir améliorer le taux de dépôt des comptes de gestion au niveau de la Chambre des comptes. Parce qu'aujourd'hui, le taux est très bas. C'est au total 17 communes sur les 32 que compte la région qui ont bénéficié de ce don du PNDP pour le compte de la première phase. Et ce sera au cours de la deuxième phase que les autres communes recevront également leurs ordinateurs, kits solaires et groupes électrogènes. Rendons-nous tout de suite à Yaoundé, retrouver Delphine Fonkou-Téné pour la suite du 13h. Bon après-midi Delphine. Vanessa Melakamdem, bonjour. Bonjour, on poursuit en politique. Faire du Cameroun un havre de paix, un pays où rêver, travailler, bâtir, réussir sont des droits, des devoirs et des aspirations légitimes pour tout citoyen. C'est la vision politique du Front des démocrates camerounais présentée à la presse hier à Yaoundé. Denis Emilien Tangana a également saisi l'occasion pour donner la position de son parti sur la crise anglophone, la forme de l'État et l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Charnel Wampé, Hubert Noutier pour les détails. Devant la presse, le Front des démocrates camerounais présente son offre politique et livre sa vision sur les grandes questions de l'heure. S'agissant de la forme de l'État, le FDC préconise la création de 5 États fédérés. Nous avons choisi le fédéralisme avec 5 États fédérés parce que nous estimons qu'il y a des régions qui ont des similitudes sur le plan géographique, culturel, sociologique et économique même. Voilà ce qui nous a conduit à penser que le nord, l'extrême nord et le nord
peuvent constituer un État fédéré. L'Adamawa est l'Est, un État fédéré. Le littoral et le sud-ouest, un État fédéré. Le nord-ouest et l'ouest, un État fédéré. Et enfin, le sud et le centre, un État fédéré. Au sujet de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, le Front des démocrates camerounais dit ne soutenir aucun parti en course à la présidentielle, mais toutefois souhaite accompagner les candidats qui le solliciteront dans le cadre de la sécurisation du scrutin. Nous avons des militants qui pourront être leurs représentants dans les bureaux de vote. Nous avons des sympathisants, donc attendons que les candidats nous sollicitent et nous allons nous mettre à l'œuvre. Cette conférence de presse qui a réuni ce 13 septembre à Yaoundé, les membres du Front des démocrates camerounais étaient l'occasion pour ce parti de dévoiler sa vision politique. Le FDC est donc un parti social-démocrate qui vise à bâtir un Cameroun fondé sur les principes d'égalité, de fraternité, de liberté et de justice entre les citoyens. En diplomatie, le nouvel ambassadeur du Sénégal au Cameroun est en poste. Kairé Diouf a présenté hier au ministre des Relations extérieures la copie figurée de ses lettres de créance et celle de rappel de son prédécesseur. C'était le temps d'une audience à lui accorder par le jeune Bela Mbela et ses collaborateurs. Plus de détails dans cet élément réalisé avec Serge Alonzibou. Diouf Kairé est le nouvel ambassadeur du Sénégal au Cameroun. Il présente ce 13 septembre la copie figurée de ses lettres de créance au ministre des Relations extérieures. J'ai l'honneur de vous présenter en même temps que la copie de lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, m'accrédite auprès de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal. Le conseiller des Affaires étrangères est par la suite reçu en audience par le jeune Bela Mbela et ses collaborateurs dans la salle d'apparat du ministère des Relations extérieures. Ce chevalier de l'ordre du mérite sénégalais est par ailleurs ministre conseiller à l'ambassade du Sénégal à Bruxelles depuis juin 2015, est né le 19 janvier 1972 à Méké au Sénégal. Le titulaire du brevet de l'École nationale d'administration option diplomatie remplace à ce poste Vincent Badi, décédé alors qu'il était arrivé en fin de séjour au Cameroun. Éducation à présent, les enseignants des régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest, Est et Nord, encouragés par la ministre des Enseignements secondaires en vue du bon déroulement de l'année scolaire 2018-2019 dans ces parties du pays. C'est à l'occasion de la rentrée pédagogique des enseignements secondaires hier à Yaoundé, une cérémonie qui a permis de faire le bilan de l'année scolaire passée et de sensibiliser les facilitateurs du savoir sur la méthode d'approche par compétences. Le compte rendu avec Patricia Sorel-Ntiama et André Marindia. Lors de la rentrée pédagogique solennelle des enseignements secondaires, ce 13 septembre à Yaoundé, Pauline Nalova-Lyonga et ses collaborateurs passent en revue la méthodologie de dispensation de nouvelles matières inscrites au programme. This is a pedagogic week, and therefore we are focusing on teaching methods, and that's why we focused on the competence-based approach. Un grand moment au cours duquel les actions prioritaires de l'année scolaire 2018-2019 sont définies. Le ministre des Enseignements secondaires a saisi cette opportunité pour présenter aux acteurs pédagogiques ses 10 délégués régionaux. Autre préoccupation, le bon déroulement de l'année scolaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie aux sécessionnistes. En ce qui concerne l'insécurité, nous essayons de vivre notre environnement. Nous ne pouvons pas sortir du Cameroun. Nous essayons de faire ce qui est possible au niveau des enseignements secondaires. Mais la volonté forte est que l'école soit effective dans les salles de classe. Thème de cette rencontre pédagogique pour l'année scolaire 2018-2019, l'approche par les compétences au Cameroun, pratique, gestion et défis d'une réforme pédagogique sécessionniste. Dans le même registre et cette fois au supérieur, après 16 ans de suspension, l'École nationale d'administration et de magistrature a livré hier une nouvelle promotion de la section administration des affaires sociales.
Cette cuvée qui a pour marraine la ministre Pauline Irène Guéné des Affaires sociales, laquelle a d'ailleurs rehaussé de sa présence cette cérémonie, tout de même que plusieurs membres du gouvernement et personnalités. Karel Meza Tchatchoya et Luc Vondo. C'est la toute première cuvée d'inspecteurs des affaires sociales que livre l'INAM ce 13 septembre, après près de 16 ans de suspension. Nom de baptême de cette promotion de l'année académique 2016-2018, Solidarité africaine. Une nouvelle génération d'experts en ingénierie sociale, célébrée de la plus belle des manières. Les aînés académiques passent le témoin à leurs cadets, sous le regard des membres du gouvernement et du top management de l'école. Illustration de la sollicitude constante du chef de l'État à l'endroit de la jeunesse. Nous sommes vraiment très honorés parce qu'il a donné son haut accord pour la réouverture de la section administrative. Je voudrais vraiment exprimer tous mes encouragements aux inspecteurs des affaires sociales qui sortent aujourd'hui, parce qu'ils devront faire montre de beaucoup de professionnalisme. La mission est grande. Ces désormais fonctionnaires en sont conscients. Tous s'engagent à mettre leurs compétences au service de toutes les administrations en quête de performance et d'efficacité. Nous allons appliquer toute l'expertise que nous avons engrangée ici. Pour relever tous les défis auxquels ils seront confrontés, ils doivent être à l'image de leur marraine. C'est une recommandation du directeur général. Vous devez être reconnaissante durant toute votre carrière que nous souhaitons brillante. Linus Toussom Ndjana a lui-même reçu une distinction honorifique et de reconnaissance du ministère des Affaires sociales pour les efforts consentis à la promotion de cette première cuvée de la section Administration des Affaires sociales de l'École nationale d'administration et de magistrature. Parlant santé, le Cameroun a joué les prolongations de la journée mondiale sans tabac hier jeudi ici à Yaoundé. L'esplanade du ministère de la Santé publique a servi de cadre pour l'exposition sur les méfaits de la consommation du tabac. Belle occasion pour sensibiliser l'opinion publique sur les différents dangers auxquels les jeunes principaux consommateurs sont exposés. Une rencontre présidée par le conseiller technique du ministère de la Santé publique, représentant de André Mamafouda. Je vous propose d'écouter le professeur Samuel Kingé au micro de Mamadou Yaouba et Luc Vondo. Nous cherchons la collaboration avec les administrations partenaires. Vous avez entendu parler par exemple de l'augmentation des taxes sur l'importation des produits en rapport avec le tabac. Nous vous avons dit que nous souhaitons qu'il n'y ait plus de publicité dans nos médias ou même des affiches qui présentent à la population un attrait sur le tabac. Et nous souhaitons donc que toutes ces administrations puissent participer en interdisant même de fumer dans les services, en interdisant de fumer dans les ministères et dans tous les établissements publics, tous les lieux ouverts où les gens peuvent souffrir du tabac indirectement. Sport à présent, les travaux du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé avancent à grands pas. Le taux d'avancement du chantier de construction du stade est estimé à 85%. S'agissant du gros œuvre, l'heure est à la réalisation des secondaires. Le constat a été fait hier par le gouverneur de la région du centre qui a effectué une descente sur le terrain. Question d'évaluer les travaux à sa suite. Arnaud Guefak et André Marindia. Voici l'ouvrage qui se dessine. La cuvette est déjà presque constituée. Le gros œuvre du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé se peaufine. La structure acier et béton est terminée. Pour la toiture, on a quasiment achevé. Il reste encore 3 jours de travail sur ce qu'on appelle l'anneau extérieur. Sur le chantier, ingénieurs et ouvriers se grouillent en même temps que les grues tournent au rythme de la pression. La tribune présidentielle commence à dévoiler son charme. La pépinière bien éclatante de son vert gazon. Le stade annexe est en élévation audacieuse. Les travaux de plomberie et du câblage sont au pic de l'activité. Tout ça, ça travaille en même temps, en parallèle et sur l'ensemble du stade. Ce jeudi, le gouverneur de la région du centre conduit le comité local site pour l'inspection. À moins de 4 mois de l'échéance. Une satisfaction certaine, mais il reste et il demeure que Pichini doit redoubler encore d'efforts pour pouvoir donc terminer, livrer son chantier en décembre. Optimisme bien affiché
quant à la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Réponse froide aux détracteurs. Comme des détracteurs pensent que nous ne serons pas à mesure d'accueillir ces championnats, nous voulons démontrer que chose dit, c'est chose faite. C'est ça la politique du chef de l'État. Livraison le 31 décembre 2018. 3 mois, 17 jours, bien comptés. Ainsi se porte la capitale ce vendredi. La suite du 13h à Douala. Avec vous, Vanessa Melakamdem. Bon week-end. Delphine Fonkoutene et on poursuit en religion. L'année musulmane vient de démarrer l'an 1440. Le premier Muharram, au premier jour du premier mois du calendrier hégirien, n'est traditionnellement pas un jour de fête, mais c'est l'un des mois sacrés de l'islam car son 10e jour marque l'Ashura, qui est une date de jeûne pour remercier Allah d'avoir sauvé le peuple de Moïse. Adja Mayramou nous donne plus de précisions. La nouvelle année musulmane est arrivée. L'année 1440 du calendrier musulman a débuté mardi 11 septembre, qui correspond au premier jour du Muharram, un des 4 mois islamiques sacrés. Une date qui rappelle l'épisode de l'émigration du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et de ses compagnons de la Mecque vers Médine. Au Cameroun, peu de musulmans prêtent encore attention au calendrier islamique, dont le calendrier grégorien en usage a pris une grande place dans la vie quotidienne. Le calendrier hégirien repose sur un cycle lunaire et compte environ 11 jours de moins que l'année grégorienne, ce qui explique que la date du nouvel an dans le calendrier civil n'est jamais la même d'une année à une autre. Le nouvel an musulman n'est traditionnellement pas un jour de fête. L'un des temps forts de ce premier mois de l'hégire, le 10 Muharram appelé Ashura, qui correspond cette année au jeudi 20 septembre. Un jour traditionnellement jeûné par les musulmans en hommage au prophète Moïse qui a souhaité remercier Dieu pour avoir sauvé son peuple du pharaon. De l'ancien ministre d'État Youssoufa Daouda s'est déroulé ce vendredi au Bois des Singes de Douala en présence de Grégoire Owona, représentant de Jean Kueté, secrétaire général du comité central du RDPC, qui a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du militant du parti. Nous reviendrons sur cette actualité au 19h50. C'est la fin du 13h. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes à table et excellent week-end sur les antennes de Canal 2 International. À bientôt.